bonjour, bienvenue à cette deuxième session de yoga du deuxième semestre. Nous avons la dernière fois commencé à aborder les principes de base du yoga. Et pour la deuxième session, on va commencer à voir un petit peu plus en détail quelques principes vraiment basiques, très importants, qu'il faut absolument acquérir avant de pouvoir progresser dans l'expérimentation du yoga. Alors, on avait abordé notamment la notion de non-violence et sur quel plan elle devait s'appliquer. Aujourd'hui, on va un petit peu plus voir en détail un point très important qui est élémentaire, hein, qui est Ujjayi, et également la respiration, Ujjayi à travers le Jaladharabandha. Et ce Jaladharabandha, donc, notamment, est très important sur différents plans. Alors, je vais d'abord un petit peu plus détailler Ujjayi pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de ce que c'est. Donc, Ujjayi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est intimement lié au Jaladharabandha. Alors, Ujjayi signifie la respiration conquérante. Respiration Ujjayi, c'est respiration conquérante ou explorante, on pourrait dire. Ça consiste à légèrement réduire le passage de l'air au fond de la gorge. Le réduire comment? En contractant les muscles qui sont autour des cordes vocales, qui sont situés à peu près à ce niveau-là. Et ça va produire, ça va freiner le souffle parce que ça va réduire le débit, tout simplement. Donc physiquement, ça va ralentir le débit de l'air et permettre d'allonger la respiration. Un des premiers effets d'Ujjayi. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon on a pour 2 heures à parler d'Ujjayi, mais quelques-uns. Donc, freiner le débit de l'air pour allonger la respiration dans le temps. Ça va également créer un frottement. Donc, qui dit frottement dit vibration. Cette vibration, elle va produire un son sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer. Déjà, ça offre un support de concentration, puisque dans la pratique du yoga, c'est fondamental de ne pas laisser son esprit vagabonder. Ça, c'est une base. Mais d'avoir, dans un premier temps, en tout cas, dans le début de la pratique du yoga, des objets de concentration, et pas n'importe lesquels. Et je dis bien pour le début de la pratique, parce qu'ensuite c'est différent. Mais pour le début, il faut concentrer son esprit sur quelque chose. Donc Ujjayi, par son son, offre un support de concentration que vous pouvez garder durant toute l'exécution des postures. Posture ou mouvement d'ailleurs, chaque fois que vous pratiquez la respiration Ujjayi, qu'on appelle, entre parenthèses, le petit pranayama. Il y a le petit pranayama et puis il y a tous les pranayamas, on va dire plus majeurs. Voilà. Alors ensuite, ce frottement va aussi créer une sensation d'ordre tactile, même si c'est à l'intérieur du corps, qui va vous permettre de sentir tactilement le frottement de l'air. Ça a son importance aussi, parce que sinon, les sens sont en quelque sorte détachés de la respiration. Et en étant détaché, on favorise une respiration inconsciente. Donc la respiration inconsciente, elle est inconsciente au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient qu'on respire. Et la respiration, dans ce cas-là, elle est influencée par les perturbations du mental. Consciente ou inconsciente, d'ailleurs, les deux. À l'inverse, si la respiration devient consciente, on peut en avoir une certaine maîtrise. Cette maîtrise s'accroît au fur et à mesure de la pratique du yoga. Et cette maîtrise de la respiration va influencer à son tour le mental, conscient et inconscient. D'où l'importance de ne pas détacher la respiration des sens pour qu'elle reste, pour favoriser donc, le contact avec la respiration qui fait qu'elle va être consciente du fait que les sens sont engagés. Parce que, en tout cas, encore une fois,
au début de la pratique du yoga, notre attention est en premier lieu tournée vers nos sens. On utilise ces sens pour s'en détacher, en fait. C'est un peu le paradoxe du yoga. Pour pouvoir avoir accès à une autre orientation de l'attention qui ne soit pas liée directement au sens. On verra peut-être ça d'ici la fin du semestre, mais ça fait un peu court. Mais en tout cas, c'est pour vous donner une direction. Alors voilà Ujjayi dans ses principales descriptions. Il faut savoir aussi que ce son a une vibration. Le son, c'est une vibration. Cette vibration a des effets physiologiques, notamment sur l'activité de la thyroïde, qu'elle booste légèrement. Donc attention à ne pas trop faire Ujjayi si vous souffrez d'hyperthyroïdie, mais Ujjayi très soft. Par contre, ça peut effectivement favoriser pour les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie. En tout cas, il faut doser en fonction de l'activité de votre thyroïde. Si elle est normale, il n'y a pas de souci, ça va la réguler, ça va la stimuler. Mais si il y a des problèmes de fonctionnement de la thyroïde, attention. Là, il faut me le signaler. Il y a une action d'Ujjayi aussi sur le nerf vague. Stimulation au travers Ujjayi du nerf vague, et le nerf vague est relié à notre système parasympathique. Et le système parasympathique, c'est le système qui va apporter à l'organisme et au mental de l'apaisement, de la détente, etc., du plaisir. Voilà. Contrairement au système sympathique qui n'a pas le même rôle. Donc, grande importance d'Ujjayi. Je vais m'arrêter là, sinon on va faire trop long. Mais je pense que c'est l'essentiel, gardez ça en tête. Oui, il y a un autre aspect qu'il faut que je vous cite. Ujjayi aussi va modifier la pression, la pression présente dans les poumons lorsqu'on expire. Lorsqu'on expire, la pression augmente très légèrement dans les poumons. Bon, très légèrement, mais c'est quand même notable. Et quand on inspire, la pression baisse dans les poumons. Alors, Ujjayi, la pratique d'Ujjayi va modifier ces valeurs, en fait. Elle va augmenter légèrement la pression quand on expire et va diminuer légèrement la pression lorsqu'on inspire. Et cette variation, cet écart entre la pression et la dépression normale de la respiration dite inconsciente, va avoir aussi un effet protecteur sur nos articulations, nos muscles, nos vertèbres. Donc, si vous pratiquez bien Ujjayi, eh bien, vous vous blesserez moins facilement dans la pratique du yoga. Et vous avez aussi un indicateur, ça je ne l'ai pas dit, mais il faut que je le dise, un indicateur de la régularité du souffle. Plus le souffle est régulier, j'ai un problème de... Excusez-moi. Voilà. Plus le souffle est régulier, plus les microspasmes du diaphragme et en général des muscles respirateurs vont s'effacer. Et pour faire court, il y a un lien direct entre les microspasmes des muscles respirateurs et nos traumas psychiques. Voilà. D'où l'importance et la profondeur de la pratique d'Ujjayi, les conséquences profondes de sa pratique. Alors, ce qui est lié avec Ujjayi, c'est ce qu'on appelle Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha, c'est on va dire une position particulière de la nuque, du cou, de la tête. Alors, c'est la même chose. Je pourrais passer beaucoup de temps à en parler. Je vais essayer de résumer. Les bandhas consistent à une pratique qui sont relatives aux ce qu'on appelle les trois diaphragmes. On a le diaphragme médian, le plus grand, le diaphragme qui est le muscle diaphragmatique, qu'on appelle, qui nous sert à respirer, mais la respiration est liée à beaucoup d'autres muscles. Tous les muscles engagés dans la respiration sont très nombreux et le mouvement de la respiration est un mouvement très complexe. Mais on pourrait dire que le muscle principal de la respiration, c'est le diaphragme médian. Mais il y en a deux autres qui ont aussi leur rôle dans la respiration, qui sont le diaphragme inférieur ou plancher pelvien, et aussi ce qu'on appelle le diaphragme supérieur, qui sont
Dans la science, on appelle ça des cordes vocales, les cordes vocales. Mais pour le yoga, c'est le diaphragme supérieur. Entre parenthèses, hein, je note que, enfin, il faut noter que à travers les cordes vocales, c'est le langage. Et on sait maintenant qu'à travers le langage, notre cerveau se structure d'une certaine façon. Notre vision du monde est directement dépendante, en tout cas telle que nous l'apercevons, directement dépendante de notre langage. Hein, d'où c'est pas du tout anodin que notre expression passe par le diaphragme supérieur. Alors, les bandhas, les 3 bandhas sont relatifs à ces 3 diaphragmes. Hein, et à travers la maîtrise de ces 3 diaphragmes, on pourrait dire qu'on a une maîtrise particulière, on arrive à enfermer l'énergie en nous plutôt qu'elle se disperse. Hein. Je pourrais résumer comme ça. Sachez que c'est un résumé très brut. Hein. Alors, Jaladhara Bandha, c'est le nom qu'on donne au bandha du diaphragme supérieur, et c'est un bandha. Bandha, ça signifie enfermer, conserver, garder, ligaturer, refermer. Le but donc des bandhas, ça va être en quelque sorte d'enfermer l'énergie en nous. Ce bandha-là permet de ne pas avoir de dispersion d'énergie dans la partie supérieure du corps, la tête surtout, parce que la tête utilise 20% à peu près de notre énergie, le cerveau. Et il y a beaucoup de gaspillage dans l'activité cérébrale, vous en conviendrez certainement. Beaucoup de nos pensées ne sont pas constructives, ni même agréables, ni même utiles, mais plutôt défavorisent le bien-être. Donc déjà, Jaladhara Bandha, ça va éviter cette dispersion de l'énergie. On parle d'énergie subtile, on ne parle pas d'énergie au sens scientifique. Le prana, c'est une énergie subtile, dite spirituelle, qui n'est pas matérielle. Ça ressemble à l'électricité, mais ça n'est pas l'électricité. Alors, voilà le premier but de ce bandha. Un autre intérêt du fait de pratiquer Jaladhara Bandha, c'est que physiquement, ça va allonger la nuque, ça va réduire la courbure cervicale et ça va réduire la pression sur les vertèbres cervicales. Donc, ça va améliorer la circulation. Et là, pour le coup, c'est vraiment de l'énergie, de l'influx nerveux dans la moelle épinière, qui sera donc moins comprimée. Et cette circulation va être plus fluide. Après, sur le plan des nadis, je vous avais expliqué peut-être la dernière fois que les nadis sont les circuits de transport du prana dans le corps, donc l'énergie vitale. Il y en a 2 principaux, pour aller très vite, 2 principaux qui se situent de part et d'autre de la colonne vertébrale. La philosophie du yoga dit qu'on en a environ 70 000, c'est difficile à vérifier pour moi, mais voilà, il y en a 2 vraiment principaux. Et il y en a un troisième. Donc, les 2 principaux partent des 2 narines et descendent jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Alors, certains disent qu'ils sont droits, certains disent qu'ils font des courbes qui se croisent au niveau des chakras avant d'arriver en bas. Bon, c'est un grand débat. En tout cas, il y en a un troisième qui est central et qui, lui, est droit, qui et vraiment suit l'axe de la colonne vertébrale qu'on appelle Sushumna. C'est le 3e nadi essentiel. Et mais ce nadi, l'énergie n'y circule pas pour la plupart d'entre nous, comme un des mortels. L'énergie vitale ou spirituelle n'y circule pas. Et lorsqu'elle circule, elle se met à circuler dans ce nadi, on dit qu'on accède à la réalisation ou l'éveil spirituel. Eh bien, précisément, Jaladhara Bandha, le fait de positionner son crâne comme je vais le montrer, va favoriser la circulation de l'énergie dans ce canal qui, chez la plupart d'entre nous, est bouché. Parce que, et vous allez peut-être avec la pratique le constater, lorsque vous faites ce mouvement, il y a une sorte de tension, une sorte de fermeture qui se crée ici et qui va réduire en quelque sorte le passage de l'énergie dans les 2 nadis latéraux.
Et c'est exactement comme de l'eau, hein, si on ferme les canaux, on va dire, périphériques ou secondaires, eh ben, l'eau elle va se diriger préférentiellement vers le centre. Ben, c'est la même chose pour l'énergie vitale. Ça va favoriser cette circulation dans Sushumna, le canal central. Voilà, l'autre aspect important. Enfin, je voudrais parler de la régulation, et ça c'est fondamental aussi, parce que le pranayama, les exercices respiratoires, augmentent notre énergie, c'est-à-dire en augmentant l'apport d'oxygène, l'assimilation de l'oxygène aussi, dans le corps, on va avoir plus d'énergie. Exactement comme si le corps était un appareil électrique. Tout appareil électrique qu'on survolte, il peut casser hein, parce que ces différents organes ne sont pas prévus pour supporter beaucoup d'ampérage ou beaucoup de tension. Le corps, c'est exactement la même chose. Si on fait un pranayama et qu'on ne régule pas ce surapport d'énergie, on peut endommager nos circuits énergétiques subtils et même les dérégler, ce qu'on appelle les chakras, les centres d'énergie qui distribuent cette énergie. On pourrait dire que le pranayama, c'est… Bonjour. Oui, oui. On pourrait dire que le pranayama, c'est en quelque sorte faire tourner plus vite la turbine qui fournit l'électricité. Les chakras, ce sont des organes qui vont réguler la distribution de cette électricité. Les transformateurs, on pourrait dire, les transformateurs. La pratique des bandhas va permettre donc d'avoir une action sur ces transformateurs de façon à ce que ça ne grille pas l'ensemble du système. Donc, extrêmement important de pratiquer le pranayama, tous les exercices respiratoires avec les bandhas, sous peine de ne pas avoir d'effet, ou pire, d'avoir des effets négatifs. C'est pour ça que j'insiste, que je passe un peu de temps à parler de ça, parce que c'est vraiment essentiel et on l'oublie trop souvent. Donc, Ujjayi, qui est une pratique de pranayama, est indissociable, sauf quand on fait des postures, on n'est pas en Jalandhara Bandha chaque fois qu'on fait des postures, mais quand on fait un pranayama, est indissociable du Jalandhara Bandha, de la pratique du bandha supérieur, au moins. C'est le premier qu'on apprend, il faut savoir qu'il y en a 3 et que normalement, quand on fait des pranayamas, on doit pratiquer ces 3 bandhas. Bon, ça va être trop compliqué en un semestre, mais on va déjà en apprendre un, le plus important. Ce n'est pas le plus important, mais il y a un ordre chronologique dans la pratique des bandhas et c'est celui qu'on doit faire en premier. Voilà, j'arrête pour la théorie, on passe à la pratique. Alors, Ujjayi, je vous ai expliqué en détail, il faut contracter un peu les cordes vocales. Ne le faites pas de façon trop forte pour ne pas irriter le fond de la gorge, mais faites-le assez pour entendre votre respiration et sentir le frottement. Maintenant, le Jalandhara Bandha. Ça consiste à une position particulière. Il faut relâcher d'abord les épaules vers le bas et puis vers l'arrière. Ensuite, à la fois faire monter le sternum et faire descendre le menton. Il faut bien comprendre que ce sont ces 2 mouvements simultanés. Rapprochement du menton vers le sternum, rapprochement du sternum vers le menton. Ce n'est pas un seul. Parce que si on fait ça et qu'on pose le menton sur le sternum, eh bien, effectivement, il y a le contact, mais on n'est pas en Jalandhara Bandha, parce qu'il faut que la courbure du dos se redresse. Donc, c'est un mouvement des 2. Je vais mettre de profil pour que vous voyez mieux. Voilà, disons la position naturelle de ma colonne. Et si je me mets en Jalandhara Bandha, voilà, donc on sent un étirement de la nuque. Si vous avez du mal, si le menton est encore trop loin du sternum, il y a quelque chose de très bien à faire, c'est de prendre un livre, par exemple, ça, il faut régler en fonction de votre épaisseur ou une petite cale de yoga, et la placer ici. Et ça vous permet de presser, en fait, sternum et menton l'un contre l'autre par l'intermédiaire d'un support. Et le fait de presser, alors vous montez le sternum pour faire monter la cale, et vous descendez le menton pour la pincer entre les deux.
Et il est évident que si vous exercez ici une pression, un mouvement comme ça fait bras de levier et ça va allonger les vertèbres ici. C'est ça qui est important de comprendre. Vous n'hésitez pas, on peut mettre une balle de tennis, par exemple, ici, et presser cette balle légèrement. Si vous arrivez à presser à la fois en poussant le sternum et en descendant le menton, vous êtes dans le Jaladhara Bandha. Donc, ça peut être utile pour bien comprendre ce qu'est cette posture, cette ligature interne. Voilà, on va expérimenter ça au cours de quelques respirations Ujjayi. Donc, vous placez votre Jaladhara Bandha, vous êtes en assise confortable, les jambes relaxées. Vous pouvez changer la position des jambes pour avoir plus de confort. Et vous allez placer également Ujjayi, ce petit resserrement du fond de la gorge. Fermez vos yeux. Le visage doit être détendu, complètement relâché. Vous détendez toute la partie basse du corps, tout ce qui se situe au-dessous de la taille, on va dire. Vous redressez votre colonne sans tension. Et vous commencez à placer Ujjayi et à amplifier votre respiration. En essayant de la rendre plus complète, plus profonde. Vous restez à l'écoute du souffle. Vous laissez ce son et toutes les sensations liées au souffle remplir l'espace psychique et laisser partir toutes les pensées qui ont lieu et qui sont liées au passé ou au futur, les projections mentales, les réflexions, les ruminations, les mémorisations. Vous laissez tout cela finalement faire place à la respiration. Essayez de garder ce support de concentration qu'est la sensation du souffle qui vous traverse et que vous amplifiez. Et on va faire un premier exercice réellement de pranayama en essayant de faire une respiration en 4 étapes, c'est-à-dire inspire, suspension à plein, expire, suspension à vide. Donc on va par exemple essayer d'inspirer en 6 temps, suspendre le souffle 3 temps, expirer en 6 temps et suspendre le souffle 3 temps également. Je mets le métronome qui vous permet d'avoir un repère objectif pour les secondes. Vous essayez d'inspirer en 6 secondes. Vous suspendez 3 secondes, puis vous expirez en 6 secondes. Et vous suspendez 3 secondes. Donc les suspensions sont bien des suspensions du souffle et pas un blocage du souffle. Vous restez détendu.
Faites encore 2 cycles. Gardez le visage détendu. Ensuite, relâchez. C'est-à-dire relâcher le contrôle du souffle, relâchez Ujjayi et cessez le Jaladhara Bandha. Fermez les yeux, observez. Si vous percevez que cet exercice, ce que l'exercice a apporté en vous, a modifié. Alors je dis apporter, je devrais dire à l'inverse, je devrais dire enlever. Le yoga ne consiste pas à acquérir de nouvelles choses, le yoga consiste à éliminer des obstacles. C'est aussi une notion importante à intégrer. Il ne s'agit pas d'avoir des choses en plus, mais plutôt des choses en moins, et des choses en moins qui sont néfastes au bien-être physique et mental, et puis peut-être au-delà. Alors, on va passer debout maintenant. Alors, pour le premier mouvement, on va maintenir cette respiration rectangulaire. Inspire, suspension à plein, expire, suspension à vide. Juste pour le premier, on va finalement l'intégrer à un mouvement. Donc, vous pouvez passer debout. On va commencer avec Tadasana. Je vais essayer de... Donc, on va faire ça avec le mouvement de Tadasana, la posture plutôt de Tadasana. Donc, qui consiste à... Alors, on fixe un point au sol, fixer l'attention. Je vous rappelle qu'on monte les bras dans Tadasana sans plier les coudes et en plaquant bien les paumes de main l'une contre l'autre complètement. Donc, fixez votre point au sol. Vous inspirez en montant les bras par les côtés, vous décollez les talons. Les bras bien tendus, paumes de main l'une contre l'autre. On suspend le souffle poumon plein, puis on expire en descendant, les talons, les bras en même temps. On suspend poumon vide, 2-3 secondes et on reprend. Vous allez à votre rythme à vous, pas forcément le mien. On suspend poumon plein. Expire, on descend. On suspend poumon vide. Encore une fois. Maintenant, on va reprendre la posture, qu'on va garder 3 respirations. Donc, toujours selon cette modalité rectangulaire du souffle. Vous comptez 3 respirations rectangulaires avec suspension poumon plein et suspension poumon vide. Et sur une expire finale, vous ramenez les talons au sol, vous ramenez les bras le long du corps et vous pouvez relâcher, bien étaler les plantes de pied au sol, fermer les yeux, observer l'énergie présente dans le corps, comment elle se manifeste, comment elle se déplace.
poursuivre avec Trikonasana 1, le triangle latéral. Non, pardon, je me suis trompé. On va poursuivre avec... Non, je ne me suis pas trompé, c'est ça. C'est ce qui était prévu au programme. Trikonasana 1, donc pied écarté. Plante de pied vraiment plaquée au sol, bord externe des pieds parallèle. À l'inspire, on va monter les bras en croix. On ouvre bien la zone du cœur. On tire les bras vers l'arrière pour laisser la zone du cœur donc s'ouvrir. En expirant, on va vers la gauche. Comme si on était plaqué à un mur. On garde les bras alignés. On descend la main gauche le long de la jambe gauche et on se tourne vers la main droite. Inspire, on revient dans l'axe. Et expire de l'autre côté. Tournez la tête à la fin du mouvement. Inspire, on revient dans l'axe, on ouvre. Et on repart. Donc d'abord le bas de la colonne et on termine par le haut de la colonne. Au gré de votre respiration. Alors, vous pouvez remarquer que quand on tourne la tête, ça étire un peu plus déjà le côté latéral qui est déjà étiré. Et sur une expire finale, on ramène les bras et on ramène les pieds. Donc quand on fait en général, je dis bien en général, c'est posture de flexion ou de torsion. On commence le mouvement par le bas de la colonne et on monte progressivement, on termine par la tête. Quand on va dedans. Et puis quand on en sort, en général, on fait l'inverse. On commence par le haut, on finit par le bas. Je dis en général parce que ce n'est pas une règle absolue. Pour le prochain mouvement, si vous avez des difficultés à plier les jambes et à descendre le bassin sans décoller les talons, vous pouvez plier votre tapis pour faire une petite surépaisseur et placer vos talons dessus. Ça peut être plus confortable. Et vous pouvez aussi garder les pieds à plat. Ce qui est important, c'est de ne pas décoller les talons, ça c'est une chose. Et également, très important, de ne pas écarter ou rapprocher les genoux, c'est-à-dire de garder les jambes parallèles quand vous faites ce mouvement. Le dos droit, évidemment. Alors, on va faire comme ça, en inspirant, on monte nos bras, on croise les doigts, on retourne les paumes de main vers le haut, on pousse bien sur les paumes de main, et en gardant le dos droit et les bras alignés, on descend le bassin. En expirant, très longue expire. Inspire, on remonte. Expire, on ramène par le côté. On le fait encore 3 fois. Inspire. Encore 2 fois, pardon. On retourne les paumes de main, on pousse bien sur les paumes de main. Expire, on descend. Inspire. Et expire. Encore une fois. Bien, vous pouvez relâcher ensuite. Fermez les yeux à nouveau pour observer comment l'énergie a bougé. Peut-être vous constatez plus d'énergie là dans le haut du corps. On va aller vers une posture statique. Alors, pour cette posture, si vous voulez l'adoucir, rendre plus aisé, vous pouvez utiliser 1 ou 2 blocs, comme ça, ou un gros livre, si vous avez. Ça s'appelle Parshvakonasana et c'est la posture de l'angle. Konasana, c'est l'angle. Parshva, c'est sur le côté. Donc, le but, c'est d'étirer tout un côté du corps. On va commencer par étirer le côté droit. Et vous allez étirer du pied droit jusqu'au bout de la main droite. C'est-à-dire chercher à éloigner au maximum la main droite du pied droit, en gros. Mais en gardant le pied droit bien appuyé
contre le sol. Donc, on démarre avec les pieds en contact, dans le sens longitudinal du tapis. On ouvre le pied droit, 45 degrés à peu près. On fait un grand pas en avant avec le pied gauche. Et vous mettez le support, si vous en avez, à l'intérieur du pied, pas à l'extérieur. En inspirant, on va ouvrir les bras en croix. En expirant, on va plier la jambe gauche, mais on garde bien le pied droit appuyé sur le sol. Alors, soit on vient s'appuyer sur les supports, comme ça, soit on s'appuie directement au sol, peu importe. Mais ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir une ligne entre la jambe et le côté du buste. Donc, il faut suffisamment descendre le bassin pour que la jambe gauche soit à l'horizontale. La cuisse gauche, pardon. Le bras aligné avec la jambe et l'épaule, le coude et le pied, tout ça bien aligné. Et là, on étire la main droite, toujours dans cet alignement. Donc, n'ayez pas le bassin trop haut comme ça. Là, il est trop haut. Vous voyez, il y a un angle. Il faut que ça soit baissé pour avoir une ligne droite. Et là, on presse le pied droit dans le sol, on tire la main droite et on regarde la main droite. 3 respirations profondes. Complète, profonde. En expirant, on relâche la tête. On replace le bras vers le ciel. Et puis en inspirant, on se redresse. On pousse sur le pied. Et expire, on baisse les bras. On rapproche les deux pieds. Voilà, on ferme les yeux, on observe. Différence de vécu entre les deux moitiés du corps. Où est l'énergie? Où est-ce qu'elle se manifeste? On va faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, je vais beaucoup l'adoucir parce que mon genou droit est un petit peu blessé. Donc, si ce n'est pas votre cas, vous la faites comme vous l'avez fait précédemment. Vous ouvrez le pied gauche, 45, un grand pas en avant avec le pied droit. Donc là, je vais prendre une intensité modérée pour moi. Inspire. Expire. Ce qui est important, c'est de bien aligner, voilà, ici, là, et d'avoir coude, épaules, coude et pied bien alignés aussi. Là, on étire le côté gauche, on regarde la main gauche. 3 respirations profondes. En expirant, le bras à la verticale, on relâche la tête. En inspirant, on pousse sur le pied, on revient. Expire. Et puis ensemble, à nouveau, on observe où est l'énergie dans le corps, comment elle circule, comment elle bouge, comment on la sent. Alors, on va aller vers une autre posture. Prasarita Pada Uttanasana. Donc là, il s'agit d'espacer au maximum les jambes et ensuite de faire des flexions. Donc cette fois, vous allez trouver un écart maximal entre les deux pieds, mais toujours le bord externe des pieds parallèles. Et surtout pas plier les coudes. Éventuellement, si vous voulez trouver un repère pour votre flexion, vous pouvez mettre un ou deux supports là devant vous. Donc, ça vous permet d'avoir des repères objectifs pour voir votre progression, par exemple, bien au centre. On va faire une succession de flexion et d'extension de la colonne, mais d'extension sans redresser les lombaires, en gardant les lombaires pliés. On va juste essayer d'avoir le dos plat. Inspire, on monte les bras. Expire, on peut poser les mains au sol sans s'appuyer sur les mains. On laisse descendre la tête. Vous venez jusqu'à trouver votre contact, peut-être, sans s'appuyer sur les mains. Inspire, dos plat. On se place sur le bout des doigts.
On redresse. Voilà. On cherche à aplatir le haut du dos, on soulève le menton. On expire, on revient. Encore 3 fois. Inspire, on allonge. Expire, on revient. Toujours en appui sur les pieds, hein, pas sur les mains. Inspire, on allonge. Et enfin, inspire, on peut se redresser à la verticale. Expire, baisser les bras. On rapproche ensuite les pieds. On va passer maintenant allongé sur le dos. On va commencer à aller vers des postures au sol. Si vous aviez prévu une sangle ou 2, aujourd'hui vous aurez besoin de 2. Donc, préparez-les pour les garder proches de vous. Je vérifie le timing, oui c'est bien. Donc vous allez placer le corps allongé au sol. Et vous pourrez relâcher les pieds vers l'extérieur, relâchez vos bras également, comme les mains vers le haut. Là, on cherche à retrouver une passivité complète, une passivité totale. Voilà, c'est-à-dire ne plus chercher à avoir de prise sur rien, de contrôle sur rien. Liberté complète du souffle, relâchement complet du corps et passivité complète du mental. Si des pensées apparaissent, vous les laissez passer. Vous n'essayez pas de les modifier ou d'avoir un certain type de pensée. Vous les observez juste passivement. Bien, vous pouvez rester allongé. J'en profite pour faire un petit crochet vers un aspect important du yoga, la notion de maîtrise des véhicules. L'immense différence qu'il y a entre performance et maîtrise. Qu'est-ce que la maîtrise? Quelle est la différence avec la performance? Pour le yoga, pour la philosophie du yoga, en nous, tout est véhicule, sauf une chose dont je parlerai ultérieurement. Mais tout est véhicule. Notre corps physique est un véhicule. Notre corps énergétique est un véhicule et notre corps mental est un véhicule. Le propos du yoga, c'est la maîtrise de ces différents véhicules. Et c'est très différent de la performance de ces différents véhicules. On oublie trop souvent en ce moment, parce qu'on voit beaucoup avec la vulgarisation du yoga, on croit que le yoga, c'est aller vers des postures très compliquées, très difficiles. Ce n'est pas du tout ça, le yoga.
Ça, c'est une performance, ça n'a rien à voir. La maîtrise d'un véhicule ne dépend pas de la capacité de performance du véhicule. Si vous avez une 2 chevaux, la performance de la 2 chevaux, elle dépend de la 2 chevaux, elle ne dépend pas du conducteur. Par contre, le conducteur peut maîtriser parfaitement la 2 chevaux ou ne pas la maîtriser. Si vous avez une Formule 1, la performance de la Formule 1 pourra être extrêmement grande. Et le conducteur peut maîtriser ou ne pas maîtriser cette Formule 1. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Ce qui importe dans le yoga, c'est la maîtrise du véhicule, ce n'est pas la performance du véhicule. Maîtriser un véhicule, c'est quoi? Ce n'est pas forcément le faire aller très vite. Ça, encore une fois, ça dépend du véhicule, pas de celui qui le maîtrise. Maîtriser un véhicule, c'est pouvoir aussi bien le faire fonctionner au maximum de ses capacités que d'arrêter le véhicule. Sinon, il ne le maîtrise pas. S'il ne fait que l'utiliser, s'il n'est pas capable d'arrêter le véhicule, on ne peut pas parler de maîtrise. Dans le yoga, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'arrêt du véhicule. Parce que si vous observez bien, tous nos véhicules physiques, énergétiques, mentaux, ils sont en perpétuelle activité et que cette activité, la plupart du temps, nous ne la maîtrisons pas. Elle est automatique. Notre corps fonctionne, la plupart des fonctions de notre corps sont automatiques, inconscientes. Il en est de même pour notre respiration et il en est de même pour notre mental. Donc ça, nous savons très bien le faire marcher, notre véhicule. Par contre, ce que nous ne savons pas faire, c'est l'arrêter. Et Shavasana, cette posture allongée, qui consiste justement à lâcher prise, c'est apprendre à laisser tous ces véhicules s'arrêter, tout simplement. Et c'est un aspect extrêmement important du yoga. On va donc continuer avec la posture suivante. Si vous avez donc prévu une sangle, vous pouvez la prendre maintenant. En prendre une. En tout cas, allez, on va aller vers la première posture allongée qui consiste à passer cette sangle autour du pied droit. Vous la tenez avec la main droite. Et en inspirant, vous étirez votre jambe vers le ciel. Vous avez aussi le bras bien allongé et l'épaule en contact avec le sol. Vous installez Ujjayi. En inspirant, vous pouvez étirer, allonger la jambe gauche maintenant sur le sol. Vous placez votre main gauche sur la cuisse, le coude contre le sol pour garder votre bassin bien de face, ne pas décoller la fesse gauche. Et en inspirant, vous laissez votre jambe droite s'ouvrir latéralement, descendre vers le sol. Vous gardez votre tête bien alignée avec l'axe de la colonne, vous ne décalez pas la tête, vous ne décalez pas la jambe gauche. Vous faites 3 respirations profondes. Et en expirant, on ramène le pied à la verticale et on replie les jambes. On croise les doigts autour des genoux et on relâche le contrôle du souffle. Pour illustrer ce que je disais précédemment, qu'est-ce qu'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, le texte qui a codifié le yoga, que la maîtrise parfaite du souffle, c'est l'arrêt du souffle. Le pranayama, c'est l'arrêt du souffle. Il est très facile d'accélérer sa respiration. On se met à courir, la respiration s'accélère. Ralentir sa respiration, c'est beaucoup plus dur. Il est très facile d'accélérer le rythme cardiaque, c'est la même chose. Qu'est-ce que font les grands yogis? Ils arrivent à arrêter leur cœur. C'est ça la véritable maîtrise. D'arriver à prendre le contrôle d'une fonction automatique,
inconsciente. L'accès à la véritable connaissance, c'est ça. On va aller de l'autre côté. On place le pied droit à plat. On passe notre sangle autour du pied gauche. Et en inspirant, on étire notre jambe gauche. Sur l'inspire suivante, on allonge la jambe droite au sol. On pousse bien sur les deux talons pour étirer l'arrière des deux jambes. Et en inspirant, donc toujours en gardant le bassin bien de face, on ouvre cette jambe gauche latéralement. Et on fait 3 respirations profondes. Là, on laisse bien s'étirer l'intérieur de la cuisse gauche quand on inspire. Et en expirant, on peut ramener. Replier les deux jambes. À nouveau, on croise les doigts autour des deux genoux. On relâche le contrôle du souffle. Nous allons faire l'autre posture. Donc, je crois que c'est Supta Prasarita Padangustasana, si je ne me trompe pas. Alors, on aura besoin de 2 sangles cette fois-ci. Donc, vous en placez une derrière chaque pied, enfin, autour de chaque pied. Alors, évidemment, on va faire les deux jambes en même temps. Inspire, on monte les deux jambes. Et ensuite, on ouvre largement ces deux jambes. On pousse bien sur les deux talons pour étirer l'intérieur et l'arrière des deux jambes. On a les bras complètement dépliés. Hein. Surtout, on ne plie pas les bras comme ceci. Les épaules basses. Et on compte 6 respirations dans cette posture. 6 respirations profondes. On amène bien l'air dans le bassin à chaque inspire et on plaque et on cherche à allonger la colonne à chaque expire. On s'aperçoit dans chaque posture, si on est bien tourné vers le souffle, combien la respiration engage de manière assez large le corps tout entier. On sent bien tous ces muscles qui sont engagés dans la respiration et là, notamment dans le bassin. En expirant, on peut rapprocher les deux pieds et replier les deux jambes. On relâche le contrôle du souffle. Et on inverse ensuite le sens des jambes en posant les pieds à plat, on espace les pieds, on place les deux genoux en appui l'un sur l'autre. On peut observer toute l'énergie qui circule entre le haut du corps et le bas du corps, entre les jambes et l'abdomen. C'est pour ça que dans le yoga, les détails sont importants. Hein. Quand on respire, tout le corps bouge finalement, jusqu'aux pieds. Hein. Si vous observez bien quelqu'un en Shavasana respirer, vous allez voir les pieds qui s'écartent quand il inspire et qui se resserrent quand il expire. Donc, tous les détails comptent et tous les détails ont une incidence sur la respiration. Qui est vraiment, la respiration, c'est notre moteur. Hein.
Si la respiration s'arrête, le moteur, le véhicule s'arrête, le corps s'arrête. Si le souffle quitte le corps s'arrête définitivement, c'est la mort du corps. On va s'asseoir et passer assis maintenant pour quelques postures assises. Alors, il y a un débat dans la science pour déterminer à partir de quel moment on considère qu'un corps est mort. Pour le yoga, c'est le souffle aussi. Il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie. Ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas le cœur, c'est le souffle. Alors, on allonge la jambe droite, on va faire Mahamudra. Alors, dans Mahamudra, on va en profiter pour essayer de pratiquer les autres bandhas. Celui du haut, mais celui de l'abdomen et celui du plancher pelvien. Donc, dans cette posture, je vous engage à essayer, on va le faire d'une façon très, très profane, de contracter un peu l'abdomen et de contracter le rectum pour essayer de sentir ce que sont ces bandhas. Alors, vous allongez la jambe droite, vous repliez la gauche et vous placez le pied gauche, la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez surélever comme ça si vous avez mal à la hanche, votre genou par exemple. Vous tournez devant votre pied droit et vous allez attraper ce pied. Mais on ne va pas laisser la colonne s'arrondir, au contraire, on va chercher à la redresser. Donc, si vous n'arrivez pas avec la jambe tendue, ce n'est pas grave, vous faites comme moi, vous pliez légèrement la jambe. Et ce qu'il faut, c'est avoir la colonne absolument droite, et on essaye un petit peu de contracter le rectum, l'abdomen. On place le Jaladhara Bandha, et là, on sent tout de suite une rectitude de la colonne. On fait 3 respirations dans cette posture. Et puis en expirant, finalement, on peut relâcher. Et en inspirant, on peut remonter avec les bras vers le haut. Expire, on ramène les bras. Donc ça, c'est une posture vraiment qui concentre l'énergie en nous. On va la faire de l'autre côté. Vous allongez votre jambe gauche. Maintenant, vous pliez la droite. Vous ramenez le pied droit à l'intérieur, comme ça. Éventuellement, vous surélevez le genou si c'est mieux pour vous. Donc, la jambe plus ou moins dépliée. Ce n'est pas tellement la jambe qui compte. C'est vraiment essayer d'aplatir au maximum la colonne. On se tourne vers le pied gauche. Et en expirant, on vient attraper plutôt le bout du pied. Les épaules basses. On cherche la rectitude de la colonne. On contracte, on rentre le menton, Jaladhara Bandha. On contracte un peu l'abdomen, on contracte le rectum. Alors, il est naturel qu'en inspirant, ces contractions se relâchent. En expirant, vous essayez de les replacer. Et puis, on peut relâcher.
Et se redresser en inspirant. Expire, baisser les bras. On peut regrouper les jambes et puis encercler nos jambes. Pardon. Bien relâcher la tête. Détendre entre les omoplates, toute la zone du cou. On va à présent aller vers la posture suivante. Vous allez cette fois espacer très largement les deux jambes. Et en expirant, on va attraper les pieds. Si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, vous attrapez les chevilles, c'est pas grave. Mais là, vous pouvez plier aussi les jambes, c'est la même chose. On peut plier les jambes. Le but, c'est d'essayer de faire passer le buste entre les cuisses. Donc, si pour ça, vous avez besoin de plier les jambes, ce n'est pas un problème, vous pliez les jambes. Ce n'est pas un souci. D'ailleurs, moi, je les plie. Et là, on respire profondément. On cherche plutôt en inspirant à allonger la colonne, c'est-à-dire à avancer la tête. En expirant, on laisse faire le temps, on laisse faire le souffle, on laisse le haut du corps aller vers le sol. Donc plutôt allongement de la colonne à l'inspire. Plutôt relâchement à l'expire. On peut sentir aussi qu'à l'inspire, le bassin a tendance à basculer vers l'arrière. On laisse faire cette oscillation du bassin. Puis sur une inspire, vous pouvez redresser le buste. Vous laissez les mains courir le long des jambes en remontant. Et enfin, vous pouvez regrouper les jambes. On va se placer maintenant jambes allongées sur le tapis. Alors là, il faut vraiment tendre les jambes. On va faire ce qu'on appelle la planche renversée. On va prendre appui sur les talons, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur les talons et tirer les orteils vers le sol pour décoller le bassin en prenant appui sur les mains. Mais le mouvement démarre en quelque sorte, c'est vraiment avec la pression des talons qu'on va soulever le bassin. Les mains les épaules entre peu finalement en compte. Donc vous placez vos mains à plat, les doigts vers l'avant. Et en inspirant, donc vous pressez sur ces talons, vous tirez les orteils vers le sol et vous relâchez la tête. Et en expirant, vous revenez. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Bien. Ensuite, repliez à nouveau les jambes, encerclez souplement ces jambes. Relâchez la tête. On va aller maintenant vers la posture de la vitalité Virasana. Donc une posture aussi qui invite à une certaine confiance en soi. Elle peut être un petit peu dure à prendre, notamment si on a les genoux sensibles ou les chevilles sensibles. Alors, si vous voulez la prendre avec plus d'aisance, vous pouvez plier une couverture comme ceci pour faire une épaisseur ou utiliser un bloc, tout simplement. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans cette posture, vous devez avoir le coccyx en appui.
Alors, soit sur la couverture, soit sur le bloc, soit si vous pouvez directement au sol. Et pour ça, il faut que le bassin puisse passer entre les pieds. Et les pieds ne doivent pas être tournés comme ça à l'extérieur, c'est-à-dire comme ceci, mais vraiment être dans la longueur. Voilà. Les genoux assez proches, pas trop écartés non plus. Donc on peut avoir des crampes sous les voûtes plantaires. Dans ce cas-là, on remonte un peu le bassin, et ça va permettre de diminuer à la fois la pression sur les genoux, sur les chevilles, et rendre la posture plus confortable. Voilà. Donc trouvez ce qui est bien pour vous. Le coccyx bien en appui au sol, bien ancré contre la terre. À nouveau, on redresse la colonne et à nouveau, on place le Jaladhara Bandha. On ferme les yeux. Donc, les mains ne sont pas là, mais là, pour que la colonne soit bien redressée. Jaladhara Bandha. On respire profondément avec Ujjayi. Avec la conscience de l'allongement possible de la colonne quand on inspire, sommet du crâne tiré vers le ciel. Et la conscience du contact du coccyx, en tout cas des ischions, des os du bassin avec le sol ou avec le support quand on expire. Donc on s'élève, on s'élance quand on inspire, on allonge la colonne. Quand on expire, au contraire, on s'ancre dans la terre. Vous pouvez ensuite quitter la posture, ouvrir les yeux. Alors vous percevez peut-être combien cette posture est favorable à la sensation d'énergie et à la fois de concentration. Bien, on va maintenant, vous pouvez vous couvrir à nouveau, on va se relaxer, méditer un peu. Donc, vous repassez chaussettes, pulls si vous les aviez quittées, c'est ce que je vais faire. Bon, j'ai perdu mes chaussettes, c'est pas grave. Donc, on va commencer en premier lieu dans une posture assise et ensuite on s'allongera pour une relaxation finale. Mais posture assise confortable. Il ne s'agit pas de se replacer
en Virasana. Ah oui, alors avant qu'on commence cette partie concentration, méditation, je voulais juste partager l'écran et vous présenter donc différentes postures qu'on a pratiquées. Comme ça, vous pourrez les retrouver si vous souhaitez. Hein. Les retrouver, par exemple, faire une recherche sur Google et puis voir les effets psychoactifs, par exemple, des postures, parce que toutes les postures hein, sont psychoactives. Donc, évidemment, aussi les effets sur le corps, mais aussi les effets sur le plan psychique. Hein. Et donc, il vaut mieux prendre la référence sanscrite des postures, parce que ça, c'est quand même plus universel, on va dire. Ça varie moins d'une école de yoga à l'autre, bien qu'il y a encore parfois des variations hein, d'une école de yoga à l'autre. Mais bon. Donc, il se peut que vous trouviez la même posture sous un nom différent parfois. Hein. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Voilà. Donc là, vous devriez avoir voilà, les noms des postures. Hein. Donc, la session va être enregistrée, évidemment, et vous pourrez donc retrouver ça sur l'enregistrement de la session, hein, si vous n'avez pas envie de noter. Alors, j'arrive pas à faire... Ah, voilà. Donc, on a commencé avec Tadasana, Trikonasana 1, Ardha Utkatasana, Prasarita Pada Uttanasana, Supta Parshva Padangustasana, Supta Prasarita Padangustasana, Mahamudra, donc ça c'est la posture assise, Mahamudra, Upavista Konasana, c'est là où on a les deux jambes espacées, Purvatanasana, c'est la planche inversée, et Virasana, c'est la dernière posture de la vitalité. Au niveau des bandas, là vous avez l'orthographe du Jalandhara Bandha, pardon. Donc vous pouvez aussi faire des recherches à propos de ça. Pranayama, Ujjayi et Chandra Bedana. Alors Chandra Bedana, on ne va pas le faire aujourd'hui, c'est un pranayama qui, à mon avis, n'est pas vraiment favorable à la période actuelle, donc je préfère pas qu'on le fasse. Donc oubliez ça, mais Ujjayi, on l'a vu avec un peu plus de détails. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant entamer la phase de concentration. Alors, vous pouvez donc prendre une posture assise, hein, confortable. Et dans un premier temps, essayez de porter votre attention sur le souffle. Alors, en essayant de progresser avec l'inspire et l'expire, c'est-à-dire avec l'inspire, on cherche à se redresser. Alors, jamais soulever le menton, hein, toujours garder le Jalandhara Bandha. Et avec l'expire, on cherche à détendre sans perdre du redressement, je dirais.
Donc, chaque inspire, donc c'est comme si on progressait de manière crantée, hein, en crémaillère. À l'inspire, on se redresse un peu plus. Et à l'expire, on détend tout ce qui est inutile au redressement. Quand on est arrivé à un bon redressement dans la détente, on va maintenant juste changer d'objet d'attention, de concentration. On va juste se concentrer sur le souffle qui nous traverse. Il y a un corps qui respire. Essayez d'ancrer ça dans votre psychisme. De ne pas dire « je respire » ou « mon corps », mais juste « je sens un corps qui respire ». Il y a un corps qui respire. J'ai conscience d'un corps qui respire. À présent, vous pouvez vous allonger. On va poursuivre en position allongée. Donc, vous pouvez vous placer en Shavasana, confortablement allongé sur le dos. Et à chaque expiration, vous allez approfondir la détente du corps. La prochaine expiration, vous pouvez l'envoyer dans votre jambe gauche mentalement. Vous sentez comme la chaleur de l'expire envahir la jambe gauche, passer par la cuisse, le genou, la cheville. Et vous inspirez en visualisant la zone du cœur simplement. Et la prochaine expire, vous l'envoyez mentalement dans votre jambe droite. Très précisément, l'expire traverse la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, jusqu'au bout de chaque orteil. Inspire dans la région du cœur. Ensuite, vous allez expirer mentalement dans le bras gauche. Vous visualisez l'expire qui traverse donc l'articulation de l'épaule, qui parcourt le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, jusqu'au bout de tous les doigts. Et puis maintenant, l'expiration, mentalement, va envahir votre bras droit.
Vous soufflez littéralement dans le bras droit. Ensuite, l'expire va envahir toute la tête. Donc, vous visualisez qu'elle parcourt la nuque, les cervicales, l'arrière du crâne, qu'elle envahit tout l'intérieur du crâne et que même le cerveau se détend dans la boîte crânienne, se relâche. Le visage se relâche, les joues, les mâchoires, tout autour des yeux, le nez. Les lèvres, la langue. Puis maintenant, vous restez avec une respiration plus légère, plus superficielle. Simplement observer la détente du corps. Et comme flotter dans l'espace intérieur. Restez juste au contact, connecté à la détente. Le corps pèse. Lourdement. Vous percevez peut-être des signes, des sons qui proviennent de l'agitation du monde extérieur, mais à l'intérieur, tout est calme. Tout est quiétude, tout est détente. Vous pouvez visualiser tout au fond de cet espace intérieur une lumière, un point lumineux ou une petite flamme comme une étoile. Et juste présupposer que cette petite source lumineuse est votre conscience qui veille. C'est-à-dire ce qui en vous perçoit, ce qui en vous fait l'expérience de. Et même ce qui en vous perçoit ce moi que vous croyez être. Ce qui en vous est au-delà de toute construction mentale. Simplement ce qui fait l'expérience. Tout ce qui est expérimenté par cette conscience, ce petit point lumineux que vous fixez simplement du regard intérieur.
il est probable qu'une pensée arrive et vous détourne de cette observation intérieure. Revenez simplement, lâchez la pensée dès que vous vous apercevez qu'elle vous a attrapé, qu'elle a attrapé votre attention. Et ainsi vous renforcez vous musclez votre esprit, vous le renforcez. Ensuite, vous allez relâcher cette attention, cette observation. Vous la laissez comme s'éloigner à nouveau. Et vous allez revenir tranquillement vers le monde extérieur. En prenant votre temps, vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bâiller, vous pouvez soupirer, revenir paisiblement à votre rythme vers l'extérieur. Bien, je vous remercie de votre attention, d'avoir suivi cette séance de yoga. Je vous invite à me retrouver très prochainement, soit en ligne, en direct, soit en différé sur la chaîne Sport du Schema. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Inscrivez-vous sur le groupe Facebook du Schema. Et puis, voilà, je vous informe par email des liens pour les prochains cours. À très bientôt. Bon après-midi à tous.